Deuxième session de l'année législative 2020 au Cameroun, une belle moisson pour une session dense et riche, rythmée de débats, d'examens et de contrôles. Promotion et élévation de grade pour plus de 500 fonctionnaires de police. Grâce aux actes du chef de l'État, ils ont reçu médailles et épaulettes pour le mérite, la discipline, l'abnégation, le courage et la force au travail. Écho dans ce journal. Et puis, pas de développement sans la paix, pas de vie dans les villes mortes. Les habitants de Bamenda disent en chœur non au Ghost Town. Unis derrière le maire, ils plaident pour un retour définitif à la paix. Nous entendrons leurs cris dans le 20h30. C'était les titres, les détails, c'est dans un instant. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Madame, Monsieur, bienvenue une fois de plus. Merci de nous recevoir chez vous. Le Sénat félicite les partis politiques ayant pris part aux dernières élections régionales. Félicitations adressées par le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement dans son discours de clôture de cette session de novembre. Aboubakari Abdoulaye en a profité pour saluer la participation active des sénateurs à la session qui vient ainsi de s'achever. Mathieu Kemgo nous en dit davantage. Malgré l'intensité des travaux au dernier jour de cette session, les sénateurs ont répondu présents à cette cérémonie de clôture, gardant en mémoire l'importance des textes adoptés. Le budget que nous venons de voter nous rassure que le Cameroun en 2021 sera encore meilleur. On a eu à adopter beaucoup de lois, notamment des ratifications sur le domaine de sécurité en Afrique centrale, transport aérien. En présence des membres du gouvernement, sous la conduite de leur chef, le Premier ministre Joseph Diongouté, et d'autres hautes personnalités de l'État, le premier vice-président du Sénat est revenu sur l'intérêt des 7 textes adoptés, dont la loi de finances qui confirme la résilience de l'économie camerounaise. Aboubakari Abdoulaye a salué l'avènement prochain des conseils régionaux, étape importante dans le parachèvement de la décentralisation. Le Sénat félicite particulièrement les partis politiques qui y ont pris part. Ceux qui en sont sortis avec des élus disposent désormais d'un riche réservoir de femmes et d'hommes de terrain, valables et engagés pour le développement de notre pays. Tout en leur souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année, le premier vice-président du Sénat a invité les Camerounais à respecter les mesures barrières et à faire confiance aux institutions de l'État. Condition sine qua non pour permettre au pays de poursuivre sa marche vers le progrès. Ouverte le 12 novembre dernier, cette 3e session consacrée au budget de l'État s'est achevée donc aujourd'hui aussi à l'Assemblée nationale. C'était au cours d'une séance plénière présidée à l'hémicycle de l'auguste institution par le chef de chambre Kavayegue Djibril. Cette session, riche en activités extra-parlementaires, a également donné aux élus d'examiner et de voter 7 projets de loi, dont la loi de finances portant budget de la République pour l'exercice 2021. Clarisse Tan. La session plénière, présidée ce jour par le très honorable Kavayegue Djibril, met un terme à l'année législative 2020. Le chef de chambre mentionnera que les travaux de cette 3e session ordinaire ont été denses et intenses. 30 jours durant, les élus qui ont examiné et voté 7 projets de loi, dont celui portant budget de la République pour le compte de l'exercice 2021, le confirment. L'activité reste toujours et demeure le budget et nous l'avons adopté et validé. Le budget de la République s'équilibre en recettes et en dépenses, s'il n'est pas inutile de le rappeler, à la somme de 4 865 milliards de francs CFA. Adopté, mais l'on devrait penser à revoir le process pour y arriver.
La loi des finances doit être déposée 15 jours avant la session. Que cette loi de finances soit véritablement participative. Parallèlement, la session qui s'achève a connu une abondante activité extra-parlementaire. Des thématiques aussi diverses que variées ont été abordées. En bonne place, les compétitions internationales qu'abritera le Cameroun. Et j'ose croire que ces travaux vont vraiment permettre que le gouvernement prenne ces réseaux comme un outil pour l'avenir. Taire les querelles entre la FECAFOOT et la Ligue professionnelle de football pour que notre football rentre dans le terrain au lieu de rester dans les salons et dans les tribunaux. Et le chef de chambre, le très honorable Kavaye Guédipril, de conclure que ce foisonnement d'activités illustre à suffisance le dynamisme qui a toujours caractérisé les représentants du peuple. Le président de l'Assemblée nationale souhaite la bienvenue aux pionniers de la régionalisation au Cameroun dans le cercle très sélectif des élus. Souhaitant de belles fêtes de fin d'année à ses pairs, le très honorable Kavaye Guédipril recommande au peuple camerounais de continuer à respecter les mesures barrières. Le coronavirus refait surface. Il ne faut surtout pas baisser la garde. Plus de 500 fonctionnaires de police promus au grade supérieur à la faveur des actes du chef de l'État ont reçu leurs épaulettes ce vendredi à l'esplanade de l'École nationale supérieure de police des mains du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargangeli. La cérémonie était couplée à la remise de distinctions honorifiques au titre du 20 mai 2020. Quelques temps forts de la cérémonie dévoilés ici par Philippe Roger Sama. Privé d'effervescence populaire et de discours, du fait de l'application des mesures barrières contre le Covid-19, la cérémonie n'a rien perdu de sa portée et de sa solennité. Véritable foire de signes distinctifs et d'ornements d'apparence, sous l'orchestration du délégué général à la Sûreté nationale Martin Bargangeli, la remise des distinctions honorifiques au titre du 20 mai de l'année finissante en constitue la première séquence. Dans la deuxième articulation, 22 commissaires divisionnaires et 9 commissaires principaux reçoivent leurs épaulettes à la faveur des promotions présidentielles. Sentiment de satisfaction d'avoir atteint ce prestigieux grade de commissaire divisionnaire. Je me sens vraiment honoré aujourd'hui d'avoir mis un nouveau galon, le commissaire divisionnaire, un galon tellement attendu. Je suis très motivé, je promets que je vais vraiment faire de mon mieux. À l'honneur dans le dernier tableau, 477 commissaires, officiers, inspecteurs de police et gardiens de la paix. Aujourd'hui, je suis commissaire de police et dans le jargon policier, le cadre des commissaires de police, on les appelle les immortels. C'est un grand jour. Ils ont reçu des mains du délégué général leurs épaulettes et diplômes au terme d'une formation professionnelle de capacitation aux missions de la police. Fin de formation pour une soixantaine de personnels du secrétariat d'État à la Défense en charge des anciens combattants et victimes de guerre, des officiers et autres recrues civiles outillés à la préparation de la retraite et à la rédaction administrative ont reçu leur parchemin ce vendredi. Une cérémonie présidée par le secrétaire d'État Kompaïssa. Plus de détails, Augustin Guizana. Ils ont désormais de la matière, des officiers. Certains sont à la porte de sortie du service militaire. C'est pour préparer un départ serein, à la retraite et une suite de vie paisible que le secrétariat d'État à la Défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, a initié le renforcement de leurs capacités. Je voudrais vous adresser mes sincères félicitations pour votre assiduité aux séances. Pendant un mois et par vagues successives, ils ont eu des outils nécessaires pour gérer une retraite paisible. Nous avons également retenu que même s'il n'est jamais trop tard pour mettre en place un projet de vie, le plus tôt serait le mieux d'y penser. Le secrétariat d'État à la Défense a pensé à la jeune génération. La vague des civils recrutés il y a quelque temps a été initiée aux techniques de rédaction administrative et particulièrement la correspondance militaire. À cette soixantaine de personnels civils et militaires, le secrétaire d'État à la Défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre, Kompaïssa, a demandé d'utiliser les connaissances acquises à bon escient. Élection régionale du 6 décembre dernier, les tout premiers conseillers régionaux de l'histoire du Cameroun sont connus avec les verdicts rendus par les différentes commissions régionales de supervision. Et en attendant la mise en place des exécutifs des conseils régionaux le 22 décembre prochain, les yeux sont rivés sur d'éventuels recours. Du côté du tribunal administratif du centre, une permanence est mise sur pied au greffe pour recevoir les dossiers. On fait le point avec Nicole Doudou.
Le service des greffes du tribunal administratif du centre, toujours en attente des premiers recours. Après la proclamation des résultats des élections régionales du 6 décembre 2020 au Cameroun par Elecam, partis politiques et représentants du commandement traditionnel disposent de 5 jours, selon le code électoral, pour déposer leurs requêtes. Un planning a été établi pour recevoir les recours jusqu'à dimanche de 13 à minuit. Seul le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a déjà constitué ses avocats pour la défense en vue du contentieux post-électoral au tribunal administratif du centre à Yaoundé. Depuis la proclamation des résultats le 9 dernier par Elecam, nous avons reçu la lettre de constitution des avocats du RDPC signée par le comité central. Les recours sont attendus jusqu'au dimanche 13 décembre 2020 à minuit. Et toujours concernant les régionales, je vous invite à aller vivre dans l'Adamawa ces scènes de joie. Depuis la proclamation des résultats du scrutin du 6 décembre dernier, les partisans de l'UNDP, au rang desquels le député Abalim, sont en liesse suite à la victoire de l'UNDP qui a raflé 56 sièges de délégués du département sur 70 mis en jeu. Le reportage en Gaoundéré de Salomon Kankili Babali. Mobilisation monstre dans les rues de Ngaoundéré après la proclamation des résultats de l'élection des conseillers régionaux dans l'Adamawa. Nous sommes en train de manifester notre victoire. C'est une joie, c'est un honneur pour nous de sentir que nous portons le poids de toute la région pour le développement. Pour cet homme politique et ses camarades de parti, la confiance placée en eux pour diriger le conseil régional au plan local inaugure d'emblée une nouvelle ère dans la consolidation du processus de décentralisation. C'est une révolution commune pour développer la ville de Ngaoundéré, la Vina, l'Adamawa. Quand on parle de la décentralisation, c'est pour impliquer la population de la base. Les manifestations dans les rues de Ngaoundéré se sont poursuivies ce 10 décembre. D'autres mobilisations populaires sont annoncées lors de la session de plein droit aux couleurs de l'UNDP. Allons dans la sphère diplomatique pour dire que le haut-commissaire du Canada au Cameroun récompense 2 défenseurs des droits de l'homme. Félix Akbor-Bala et Fidel Djeba ont reçu le prix Irwin Colter à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme. Les prix remis par son Excellence Richard Ball ont réuni quelques parlementaires et chefs de mission diplomatique en sa résidence. William Badier. Maître Félix Akbor-Bala est récompensé pour la défense des droits de l'homme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Fidel Djeba, psychologue, est récompensé pour son combat en faveur de la dignité de la femme et de la jeune fille dans la région de l'extrême nord. Dans le cadre de l'association que j'ai fondée, l'association Rayon de Soleil, nous travaillons essentiellement pour la promotion des droits de la fille et de la femme. Et donc depuis la création, nous avons réalisé un certain nombre de projets, notamment la lutte contre les mariages précoces, la délivrance des actes de naissance aux enfants. Pour Richard Ball, le haut-commissaire du Canada au Cameroun, le prix Irwin Colter que reçoivent les 2 défenseurs des droits de l'homme vient soutenir leur engagement sur le terrain. Condamner des abus de droits humains des 2 côtés, c'est extrêmement important qu'il y ait des voix camerounais qui font cela. En rappel, la Journée internationale des droits de l'homme est célébrée chaque année partout dans le monde, le 10 décembre. Bamenda a soif de paix et de stabilité et ses habitants sont sortis en masse le réitérer. Le maire Paul Achobon s'engage à impulser une nouvelle dynamique, celle de la résilience des populations pour que redécollent définitivement les activités économiques. Plus de précisions avec Laurent Chissoubé de CRTV Nord-Ouest. 2021 finit la peur, finit la ville morte pour un retour définitif à la paix et à la stabilité dans la ville de Bamenda. Propos de Paul Achobon, le maire de la ville de Bamenda veut impulser une dynamique collective de résilience au sein des populations dans la perspective du décollage des activités socio-économiques. Ça va se terminer parce qu'on a parlé ensemble, on a accepté qu'il n'y aura plus le ville morte en 2021. Dans son adresse, poursuit-il, ce sont les populations elles-mêmes qui acceptent par la ville morte faire la publicité des ennemis de la République. Pour les maires de Bamenda 1er et 2e, la construction et le développement d'une ville passent par le travail. Il est temps que chacun se remette en question. Message renchéri par les responsables des différentes organisations syndicales. Bamenda doit retrouver sa place de ville hospitalière. Vivement que la paix revienne à Bamenda.
Génie numérique, quelles opportunités pour le développement de l'Afrique? Le sujet était au centre d'une conférence qu'animait ce vendredi le directeur général de la CRTV à l'Institut universitaire du Golfe à Douala. En chantre de l'afro-optimisme, Charles Ndongo était face à un public conquis et admiratif qu'il a édifié de son savoir. Léon Bertrand Tanefo de CRTV Littoral raconte. La visite s'apparentait à un retour aux premiers amours. Amour de Charles Ndongo pour la transmission des savoirs aux jeunes dans les campus, mais aussi l'amour du journaliste pour l'information en direct d'un studio radio. Le conseil, c'est d'oser, d'éviter de croire que vous êtes, vous les jeunes aujourd'hui, une génération sacrifiée. Je considère bien au contraire que vous êtes une génération privilégiée. Un optimisme au cœur de la conférence animée par le directeur général de la CRTV dans un amphi 700 de l'IUG à Chicomble. Charles Ndongo, dans une démarche dialectique, a fait le diagnostic de la situation peu reluisante de l'Afrique avant de rejeter la thèse de l'afro-pessimisme. Amis les jeunes, votre rôle est capital dans cette mouvance. Vous êtes en effet appelés à animer, réguler, impulser les courants de pensée et d'action qui balaient sans cesse ce vaste champ. En tant qu'aîné, je suis venu vous porter un message d'encouragement. Une jeunesse pour qui la CRTV et l'IUG s'engagent à assurer la bonne formation. C'est vrai qu'il y avait déjà un partenariat de fait, mais cette fois nous allons le confirmer, le concrétiser par écrit. Partenariat déjà salué par une communauté estudiantine de Monterrey. Le directeur général de la CRTV, qui a par ailleurs fait d'une pierre deux coups, Charles Ndongo, a eu un échange avec le personnel de la station régionale CRTV du Littoral. Le directeur régional de la CRTV Littoral, Jean-Marie Nkaye, et les personnels de CRTV Littoral n'ont pas manqué de présenter au top management de la CRTV les problèmes auxquels ils font face au quotidien dans l'exercice de leurs tâches. L'oreille avenante, Charles Ndongo a écouté et promis de tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail des travailleurs de la CRTV. L'UNESCO et la Fondation Orange Cameroun viennent de procéder à la signature d'un accord de partenariat qui vise à accompagner le Cameroun dans la mise en œuvre de sa politique d'atténuation des effets de l'impact des crises humanitaires, sanitaires et sécuritaires. Voyons tout cela dans ce reportage que signe Roland Camille Soumbi de CRTV Centre. L'UNESCO, au sein du système des Nations Unies au Cameroun, attache un intérêt particulier à cet accord de partenariat avec la Fondation Orange Cameroun, grâce auquel les deux vont contribuer à la réalisation du 4e objectif de développement durable par la création de nouvelles opportunités éducatives dans le domaine de l'enseignement à distance, en capitalisant sur les initiatives déjà en cours des deux partenaires. Il s'agit du programme École numérique avec un point d'ancrage au niveau communautaire. Des maisons digitales, des écoles numériques qui donnent la possibilité à des femmes d'avoir une éducation numérique ou à des enfants d'avoir accès à du matériel et à des contenus digitaux. Le partenariat aujourd'hui avec l'UNESCO est de fixer un cadre et de partager des contenus, de partager une approche, de partager une stratégie pour mettre en place des moyens de télécommunication, mais il y aura aussi la couverture numérique des contenus. L'UNESCO et la Fondation Orange Cameroun ont prioritairement retenu 3 axes. L'accès à l'éducation numérique, l'accès à l'éducation à distance pour les élèves, pour la formation des enseignants, la production d'un contenu pédagogique numérique que l'UNESCO et la Fondation Orange vont travailler ensemble pour produire en collaboration avec le ministère de l'Éducation de base et le ministère de l'Enseignement secondaire. Un soutien aux artistes, aux professionnels du secteur de la culture. La Covid-19 comme pandémie, malgré toutes les difficultés qu'elle a posées, c'est une opportunité qui a accéléré l'accès au monde numérique. Dans la lutte contre la propagation de Covid-19 au Cameroun, des mesures restrictives du gouvernement ont affecté, a-t-on suivi, la scolarisation de 7,2 millions d'élèves et étudiants, dont 4,5 millions d'enfants du primaire avec 47% des filles. Aussi, cette démarche conjointe UNESCO-Orange Cameroun de recherche de solutions constitue-t-elle une première dans l'histoire des deux organisations? N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté.
La riposte anti-Covid-19 au Cameroun, nous parlons ce soir de la durée de vie d'un masque facial, mesure barrière de plus en plus négligée mais ô combien importante. Le masque est-il réutilisable? Question à Évariste Yenga et à son invité qui nous attendent au centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir Évariste, vous avez l'antenne. Bonsoir. Il y a 9 mois pour le cas du Cameroun et plus d'une année pour d'autres pays concernés par la riposte contre le coronavirus Covid-19. Le masque que j'arbore ce soir, masque chirurgical, a été à usage unique et avait une durée de vie de 4 heures uniquement. Ça n'est plus le cas, les choses ont évolué. Il est d'ailleurs recyclable. Voyons dans quelle mesure avec notre invité ce soir, c'est Yvonne Guémeni, chef service de l'éducation pour la santé au ministère de la Santé publique. Bonsoir Yvonne. Bonsoir Monsieur Évariste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dites, le masque chirurgical, tout a changé en ce moment. Quelle est sa nouvelle durée de vie et comment est-il recyclable? Oui Évariste, nous le savons que jusqu'ici, le masque chirurgical à usage non médical était utilisé pour 4 heures de temps et jeté. Mais actuellement, avec les recherches et les rendus des résultats de l'Association des consommateurs français, nous avons tous constaté que ce masque peut être réutilisé, c'est-à-dire recyclé, soit par lavage à la machine, soit par lavage à l'eau et au savon. Après séchage, nous le repassons au fer doux et nous pouvons l'utiliser. Et ce lavage, ce recyclage peut le faire à plusieurs reprises, à plus de 10 fois, et il ne perd en aucun cas son efficacité de filtration, mais aussi sa capacité de douceur et aussi son économie, son action économique sur le plan économique et écologique, parce que nous constatons qu'il était jeté un peu partout. Donc nous n'avons plus besoin de jeter nos masques chirurgicaux, nous pouvons le recycler et l'utiliser. Merci à vous, Yvonne, d'avoir répondu à cette question. On a appris bien de choses et c'est bonne nouvelle donc pour toutes les bourses et aussi pour les tirelires. Le masque chirurgical, il est recyclable, il est réutilisable, il peut être lavé, repassé et puis arboré à nouveau. Je serai certainement le premier à le faire à partir de la semaine prochaine. À vous le plateau. Merci Évariste, merci également à votre invité qui est simplement venu conforter les uns et les autres dans ce que la plupart d'entre nous faisaient déjà. Le professeur Gervais Ondobo Anzé qui retire définitivement sa blouse. Le chirurgien et pédiatre décédé le 2 novembre dernier à Paris en France à l'âge de 61 ans. Entamé ce vendredi son dernier voyage pour l'éternité, la levée de corps s'est déroulée à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé en présence de nombreux collègues, amis et familles. Voici le reportage de Alvin Giselze. Morgue de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé, point de départ de l'ultime voyage du professeur Gervais Ondobo Anzé. La famille, les collègues, les amis et connaissances marquent un temps d'arrêt à l'hôpital éponyme pour l'hommage médical. L'abbé Jean-Marie Baudot apaise les cœurs meurtris par les paroles réconfortantes tirées des Saintes Écritures. Le professeur Fou Angwa Fordeteud salue la mémoire d'un collaborateur dévoué, exigeant et qui aura marqué la communauté médicale. C'est quelqu'un qui a toujours été très rigoureux dans ses approches. Très jovial, quelqu'un qui était humble. L'hommage académique à la faculté 700 de l'université de Yaoundé 1 mobilise la communauté universitaire. Le chirurgien et pédiatre attentionné quitte la scène à l'âge de 61 ans. Il sera inhumé ce samedi en Kondom. Repos éternel. Les pères fondateurs de l'Assemblée coutumière et traditionnelle des Elogmpo, célébrée par les leurs, la 72e édition du festival Elogmpo focalise sa tenue autour de diverses réflexions et autres débats qui visent à préparer les jeunes à la relève et à les outiller sur les valeurs ancestrales. Alvin Baronganzier de CRTV Littoral nous en dit davantage. On ne parlera pas de festival Elogmpo en cette édition 2020, mais plutôt de célébration en l'honneur des pères fondateurs de cette association culturelle et traditionnelle. Une 72e édition qui se célèbre sur un site de 5 hectares propre à la communauté Elogmpo, une fierté inégalée. Nous nous retrouvons dans un site qui est le nôtre désormais, où nous pouvons évoluer de jour comme de nuit. Pendant les 5 jours consacrés aux activités du Mpo,
Les responsables mèneront des réflexions stratégiques en vue de construire l'avenir des plus jeunes. Créer des relais entre les aînés et la jeunesse, outiller nos jeunes à la réflexion, aux problèmes de l'heure, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. L'apothéose de la célébration d'Umpo 2020, ce sera le 20 décembre prochain. Musique et cinéma dans l'agenda culturel du week-end. Ce soir, Aïdjo Mamadou, le Lion Blanc, reste au Rex Box ici à Yaoundé, tandis que Coco Argenté est annoncé au Katios Night Club. Samedi, Sena Moana Demandant, chanteuse congolaise de gospel, investit la scène de l'esplanade du Musée national dès 18h. Et puis les amoureux du 7e art, quant à eux, assisteront à Bouya à la première du film When It Ends. L'agenda culturel déroulé par Laetitia Ounana. Ce soir, Aïdjo Mamadou monte sur le podium du Red Box à Yaoundé. Toujours ce vendredi soir, prenez rendez-vous avec Coco Argenté. La Go Galaxy promet de faire vibrer les murs du Katios Night Club ici à Yaoundé. Samedi, Ndena Moana illuminera de sa voix l'esplanade du Musée national. Ne ratez surtout pas ce show inédit des 18h avec la star congolaise du gospel. Restons en musique avec Katino, la femme du peuple. Nombre le 12 décembre 2020 au complexe UTAMS. Dimanche, faites un tour dans les salles de cinéma pour la projection du film When It's End. Ce sera dès 20h au Mountain Hotel à Boya. Bon week-end. Bon week-end Laetitia. Le budget de la commune d'Ayos dans le département d'Union et Fumu est connu. Il s'élève à la somme de 856 233 000 francs CFA. Il a été voté à l'unanimité par les conseillers municipaux. Plus de détails avec Alvin Giselze. L'exécutif communal de Ayos ambitionne de changer la physionomie de cette localité et d'améliorer les conditions de vie des populations en 2021. Avec un budget en hausse de plus de 136 millions par rapport à l'exercice précédent. Nous avons l'obligation d'actionner le levier de recouvrement. Et ce levier de recouvrement doit être ainsi réalisé avec la participation de toute la population d'Ayos. Et parmi les priorités, maintenir le Festikanga, label de la commune, et entreprendre le projet de construction de l'hôtel de ville de Ayos. Les débats nourris ont finalement conduit à une vision commune, celle de faire de la localité de Ayos une ville futuriste où il fait bon vivre. En sport, les finalistes de l'Open Golf Charity et les Salotines sont désormais connus chez les professionnels. Le Zimbabwéen Zemapwanya, qui a fait sensation depuis le début, sera face au Sénégalais Samba Niang. En jeu, une cagnotte de 6 millions de francs CFA. Et puis de l'autre côté, Jean-Jules Beffo et Wilfried Mkongo, eux aussi, vont s'affronter pour la victoire finale ce samedi. On fait le point avec Robert Badjek. Il a annoncé les couleurs dès la première journée de compétition. Le Zimbabwéen Zemapwanya est qualifié pour la finale de l'Open Golf Charity et les Salotines édition 2020. En écrasant la concurrence tout le long du tournoi, il envoie un message fort au Sénégalais Samba Niang, son challenger ce samedi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la bataille pour les 6 millions de francs CFA en jeu sera épique. Le tournoi est organisé pour accompagner les finales des pros et des caddies. Il n'est pas normal que les amateurs se retrouvent sur le parcours jusqu'à une certaine heure. Ce même samedi, la catégorie des caddies sera également de la partie avec l'opposition entre Jean-Jules Beffeu et Wilfried Junior Mkongo. Pendant 5 jours, 26 compétiteurs chez les professionnels issus de 10 pays ont rallié Yaoundé pour communier autour de la petite balle blanche. Pour cette deuxième édition de l'Open Golf Charity et les Salotines, on a connu bien des surprises, notamment l'élimination du Nigérian Odo, ou plus retentissante encore, celle de Pris Linji, vainqueur de la première édition. Avant de refermer ce journal, je signale ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun à son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso à Ouagadougou. Le président Paul Biya lui adresse ses vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de son pays ce 11 décembre.
2020. Fin du journal préparé avec la collaboration de Franck Evina et de Rosine Manga. Prochaine édition avec l'information, ce sera à minuit. Vous serez en compagnie de Joseph Pouet-Amandin et de Gideon Tazo. Madame, Messieurs, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Votre fidélité nous honore. Bonne soirée à tous. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous.